À tous. Donc, nous allons vous présenter à deux cette conférence. Il y aura donc le docteur Magéry, qui est notre directeur, qui est à distance, et moi-même. Donc, elle pourra intervenir à tout moment. Donc, le but de ce webinaire est de vous informer sur les recommandations actuelles dans votre secteur, bien comprendre le mode de transmission, permet aussi de bien comprendre les recommandations sanitaires générales à adopter. Vous avez un secteur particulier qui a des recommandations spécifiques. Nous allons vous les présenter et elles seront illustrées par différents outils qui ont été mis en place par la Fédération Oresca et par notre service. Le respect des recommandations passe par évidemment l'information de vos salariés et c'est un point sur lequel nous insistons beaucoup. Donc ça va, le webinaire va prendre plus ou moins 1h30. Vous aurez deux sessions de questions. Si maintenant on ne sait pas donner réponse à certaines de vos questions, nous le ferons par la suite. Par écrit, ce sera sur le site Oresca. Donc, je rappelle, notre PowerPoint est réalisé sur base des données épidémiologiques et de la réglementation luxembourgeoise et actuelle. Il ne faut surtout pas hésiter à consulter les canaux d'information officiels du Luxembourg pour avoir des informations complémentaires. Alors, depuis que nous avons programmé ce webinaire, il y a eu un certain nombre de changements législatifs. Ces changements sont intervenus parce qu'il y avait le nombre d'infections était faible, le nombre de lits occupés à l'hôpital était aussi également faible, et donc le législateur a abrogé le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 qui avait été consolidé par la suite, ainsi que le règlement grand-ducal du 17 avril qui fixait les modalités en santé et sécurité dans le monde du travail dans le cadre de la pandémie. Ces règlements grand-ducaux ont été remplacés par deux lois pandémie. Une qui concerne plus la vie de tous les jours, le comportement des personnes physiques et qui spécifie comment encadrer des rassemblements, quelles sont les mesures de protection comme le port du masque et la distanciation à prendre, et aussi le tracing au sein de la population. Et d'autre part, il y a l'autre loi pandémie qui vous concerne plus, car elle concerne les établissements qui reçoivent du public. Et il y a un certain nombre de mesures spécifiques concernant les hôtels, les restaurants, les bars et les cafés. Reste toujours d'application les recommandations sanitaires émises par la direction de la santé spécifiques à votre secteur. Le contexte actuel, c'est que la pandémie n'est pas terminée, le virus est toujours là, mais nous sommes dans une phase où on veut limiter sa propagation. Le législateur insiste bien sur le côté responsable de chaque personne et sur l'importance de maintenir les règles d'hygiène et la distanciation sociale. Alors, nous allons commencer donc par une présentation générale du mode de transmission et des moyens de protection généraux. Comment se contamine-t-on? Donc en fait, le coronavirus donne une infection qui est aéroportée. Donc quand une personne qui est infectée tousse, éternue, parle, elle va projeter des virus dans des gouttelettes. Soit vous allez les respirer directement, soit ces gouttelettes vont se déposer, dans le cas présent ici, la personne pousse sur sa main, il serre la main d'une autre personne après, cette autre personne, si elle porte sa main à sa bouche, à ses yeux ou à son nez, elle peut peut s'infecter par le virus. Il en est de même, donc ça s'appelle le contact direct, il en est de même si la personne infectée, après avoir toussé, touche un objet et que par la suite, la personne saine touche cet objet et porte
sa main à son nez, à sa bouche ou à ses yeux. Donc, vous voyez, il y a un mode de transmission par l'air, et puis il y a un mode de transmission par contact, soit un contact direct, soit un contact indirect. Alors, il est important aussi de savoir qu'une personne infectée ne présente pas toujours des symptômes, soit parce qu'elle ne présentera jamais de symptômes, ou parce qu'elle est en phase d'incubation. Donc, on peut dire que plus ou moins 2 jours avant l'apparition des symptômes, on est déjà contaminant. Autre point important, c'est dans le cadre de la contamination indirecte, c'est que le virus a un temps de survie qui est variable sur différentes surfaces, qui peut aller de quelques heures à quelques jours. Donc il est évident qu'en fonction de ce mode de contamination, il y a un certain nombre de mesures générales qui doivent être prises. Donc là, on insiste depuis un certain temps sur l'importance des gestes barrières. Donc, je les rappelle, c'est le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, éviter tout contact direct avec d'autres, les embrassades, les serrages de mains, car il est important de garder une distanciation. Si on tousse, il faut tousser ou éternuer dans le pli du coude ou utiliser un mouchoir que l'on jette directement. Éviter évidemment de se toucher le visage avec les mains et limiter ces contacts. En ce qui concerne la distanciation, si celle-ci ne peut pas être assurée, on doit porter soit un masque ou un autre dispositif qui permet de couvrir le nez et la bouche. On va revenir plus en détail sur 2 de ces gestes barrières, à savoir l'hygiène des mains et la distanciation physique. Nous insistons aussi, dans le cadre de la contamination indirecte, sur l'hygiène des sols, des surfaces, des équipements et la gestion aussi des déchets qui en découlent. Le lavage des mains donc se fait à l'eau et au savon liquide. À défaut, on utilisera une solution hydroalcoolique. Il est important donc que votre personnel soit bien au courant du lavage correct des mains. Pourquoi? Parce que on a souvent tendance à le faire rapidement et de façon incomplète. Donc, vous pouvez trouver sur notre site un certain nombre de posters ou d'affiches qui peuvent illustrer un certain nombre de moyens mis en place de protection. Quand faut-il se laver? De façon très fréquente, déjà quand les mains sont sales, avant de porter les mains à la bouche, c'est-à-dire avant de boire, de manger, de fumer, après avoir été aux toilettes, après se moucher, avant chaque pause, donc ça veut dire dès qu'on a un risque d'un contact dans la figure avec les mains, si on a touché quelque chose de contaminé, après avoir partagé du matériel avec quelqu'un, et avant la mise des EPI, donc ce soit les masques, visières, et après leur retrait également. Avec quoi faut-il se laver? Comme on l'a dit, c'est l'eau et le savon. Préférez donc du savon liquide, donc on n'utilise pas un pain de savon, où là finalement les germes peuvent rester sur le savon, et on va essayer de trouver, d'utiliser des moyens où il y a le moins de contact possible. Donc on va passer d'abord de la bouteille avec le bouton de poussoir à un distributeur automatique. Il y a des distributeurs sur pied, enfin il y a toutes sortes de modèles. Donc on évite au maximum le contact manuel. Et pour le séchage des mains, on va utiliser des serviettes jetables. Là aussi, on préférera le dérouleur, le distributeur. Si on n'a pas d'accès à l'eau, utilisation d'une solution hydroalcoolique. Là aussi, la solution n'est pas miracle si on ne l'applique pas correctement. Là aussi, ça demande un certain temps. Point important, les mains seront propres à partir du moment où la solution sera sèche. Différents modèles de distributeurs, là aussi, plus on va vers un distributeur où il n'y a pas de contact, ou peu de contact avec le contenant, évidemment c'est mieux. La distanciation est un deuxième point important dans les gestes barrières.
À défaut, donc, on verra plus tard, c'est le port du masque d'autres dispositifs. Donc, le législateur a fixé ici au Luxembourg la distance des 2 mètres. Hein, on entend d'autres distances dans d'autres pays, mais pour nous, c'est 2 mètres. Comme je vous l'ai dit, si la distanciation n'est pas possible, on peut utiliser le masque, mais on insiste bien quand même que le masque est un geste barrière complémentaire. Donc, c'est priorité à la distanciation et le masque devient complémentaire par la suite. Donc, dans la loi pandémie qui concerne toute personne physique, il y a un certain nombre de critères qui ont été établis pour l'utilisation du masque. Il y a des situations où le port du masque est obligatoire, on ne parle même pas de distanciation ou pas, c'est dans les transports publics ou dans toutes les activités qui accueillent un public. Là, on le porte absolument. Il y a des situations où on a l'un ou l'autre. Si on ne peut pas assurer la distanciation, il faut porter le masque. C'est par exemple dans le cadre de rassemblement de personnes, mais là, il y a d'autres critères qui se rajoutent. Les gens doivent être sur des places assises. Donc voilà, c'est un peu plus restrictif. Et également dans les foires, les salons marchés, à condition évidemment que ça se passe en extérieur. Les réunions intérieures, dans ce cadre-là, ne sont pas autorisées. Pour les rassemblements en lieu privé, là, on dit que on conseille, c'est recommandé. Il n'y a pas d'obligation, mais c'est fortement recommandé. Alors, quel type de masque porter? Alors là, c'est un grand débat. Sachez que il existe un certain nombre de masques qui sont mis à disposition. Bon, jusqu'il y a peu, il existait uniquement le masque chirurgical et le masque respiratoire FFP2, qui sont des masques pour nous à usage professionnel. Donc le masque chirurgical, lui, c'est un masque qui va protéger non pas celui qui le porte, mais plus spécifiquement celui qui est en face, de la transmission de gouttelettes. Et par contre, le masque respiratoire, lui, c'est un masque qui va protéger le porteur et l'environnement. Donc, c'est un masque en 2 sens, lui, pour les gouttelettes, mais aussi des aérosols, donc des particules plus fines. Il existe également d'autres dispositifs. Donc le législateur a dit qu'on devait se protéger soit en portant un masque ou tout autre dispositif qui permet de couvrir la bouche et le nez. Donc pour notre part, on distingue d'une part les masques dans le sens où ça a un aspect de masque et les autres dispositifs. Et au niveau des masques alternatifs, on distingue aussi ceux pour lesquels il n'existe pas vraiment un label, mais pour lesquels on peut dire qu'ils assurent déjà une certaine qualité. Leur matériel, le mode de production a été testé. C'est les masques alternatifs, catégorie 1 et catégorie 2. Et en tout cas, le catégorie 1 se rapproche très fort du masque chirurgical. Là où un masque chirurgical filtre à 95%, le masque alternatif catégorie 1, donc reconnu, filtre à 90%. Et puis il y a tous les autres masques, soit parce qu'ils n'ont pas été testés, et donc ils sont peut-être des masques que vous avez fabriqués vous-même, et peut-être que la qualité du tissu que vous avez utilisé fait que, et le nombre de couches que vous avez mis fait qu'ils rentrent dans les critères de la catégorie 1, mais ils n'ont pas été testés, donc on ne peut pas dire. Donc, pour nous, dans le cadre du travail, on conseille l'emploi du masque chirurgical. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc tout le monde va porter des masques de factures différentes ou des bandanas, mais un élément qui est important, c'est que en fait, c'est le portage collectif qui fait que cette protection croisée apporte une protection pour tous. Donc évidemment que même si on a un masque de fabrication artisanale, il a toute sa valeur, d'autant plus si en face de nous, la personne porte également son masque. C'est la même chose dans la désinfection. C'est la désinfection croisée et répétée qui fait que celle-ci est efficace.
Je ne rentrerai pas dans le détail de comment mettre son masque. Vous disposez aussi sur notre site d'une affiche qui explique comment positionner, comment mettre son masque, comment le retirer. On peut également trouver sur le site du ministère de la Santé une vidéo qui explique également le port du masque. Nous voulons quand même attirer votre attention sur le fait qu'un masque, c'est bien, mais s'il est bien porté, c'est beaucoup mieux. Et vous allez voir après que dans le suivi, quand il y a un cas positif, un élément important pour savoir si on fait partie des grands risques ou des petits risques d'attraper le Covid suite au contact est la manière dont on a porté le masque. Si on porte correctement son masque, il est efficace. S'il est mal porté, c'est pas qu'on n'en a pas, mais il perd tout son intérêt. Donc, grande importance de l'étanchéité. Pour nous, dans le cadre du travail, un masque qui est mis est considéré comme contaminé et ne doit pas être réutilisé une fois enlevé. On estime plus ou moins à 4 heures l'utilisation d'un masque. Elle peut être raccourcie. Évidemment, si vous avez toussé, éternué dans votre masque, il s'humidifie. Sa capacité de barrière, évidemment, perd de son effet. Et puis d'autre part, il y a parfois des masques où vous avez des lichettes qui se détachent. Donc voilà, ça ce sont des petites choses. Alors, à côté donc des 2 gestes barrières que je rappelle, la distanciation et complémentairement le port du masque, il y a évidemment l'entretien des sols, des surfaces et des équipements, ainsi que la gestion des déchets qui en découlent. Les produits à utiliser, donc de façon générale, je ne dis pas spécifiquement dans votre secteur, c'est que d'une part, l'OMS a préconisé dès le début l'emploi d'eau de javel avec une certaine dilution, ainsi que des désinfectants ménagers qui contiennent au moins 70% d'alcool. Maintenant, l'INRS admet que, et de façon générale, on admet que les produits d'entretien habituels sont efficaces, à condition qu'ils soient dilués à la bonne dilution et utilisés selon les règles de l'art, donc en bonne quantité, on laisse sécher, donc voilà, il faut les utiliser correctement. Pour les petites surfaces également, soit on a des sprays, des lingettes contenant une solution hydroalcoolique ou des lingettes ménagères. Il faut toujours faire attention évidemment entre la compatibilité entre d'une part la surface à nettoyer et le produit utilisé. Pour en avoir parlé avec Monsieur Ries, je sais que dans le cadre de votre secteur, l'utilisation d'eau de javel n'est pas favorisée. D'autre part, parce qu'il y a tout ce jeu de dilution et peut-être de l'utilisation incorrecte. Et de fait, quand un certain nombre de produits, on a surtout vu ça au début quand on n'avait pas les bons conditionnements et où on avait parfois un bidon de 25 litres d'une solution à base d'alcool. Et il y a toute cette notion de transvasage et de mise dans des autres conditionnements. Et là, d'autres problèmes peuvent apparaître. Donc là, évidemment, l'eau de javel peut être un souci. Et en plus, ça cache. Donc, en ce qui concerne l'entretien, nous insistons également sur l'importance de l'entretien des communs, parce que bon, ce sont des zones où parfois on lève le masque, et aussi l'entretien des équipements partagés et des surfaces qui sont utilisées par beaucoup de personnes, telles que les rampes d'escalier, les poignées de porte, les interrupteurs. L'élimination, on va changer encore dessus, l'élimination des déchets est importante puisque finalement si vous avez utilisé des lingettes ou vos mouchoirs après cette mouchée, ce sont du matériel qui est dit contaminé, donc il est important de gérer ces déchets, mais déjà au sein de la poubelle. Donc la poubelle, on veut des poubelles qui ferment à pédale et on recommande la mise d'un sachet à l'intérieur, pour que le personnel qui va les manipuler par l'après ne soit pas en contact. Autre point important pour nous, c'est l'hygiène personnelle et l'entretien des vêtements.
Bon, tout dépend si dans votre secteur tout le monde dispose de vêtements de travail. Il y en a aussi du personnel administratif. Donc, pour nous, il est important de rappeler que quand on rentre à la maison, après une journée de travail ou même après une journée où on a utilisé les transports en commun, fait ses courses, été dans divers contacts, on recommande quand même de se changer fin de journée et d'aérer les vêtements. Et vous allez voir par la suite, si c'est des vêtements de travail, il y a une autre attitude, mais de toute façon, on demande quand même de se changer et de finalement bien retirer son masque, vous avez dû porter un masque, de vous laver les mains et finalement d'avoir la zone à la maison qui est une zone neutre. Si vous avez, si vous entretenez des vêtements de travail ou dans le cadre de votre hygiène personnelle, bon, comment faut-il les entretenir? Bon, l'OMS recommande un lavage à 60 degrés au moins 30 minutes. On se rend bien compte que tous nos vêtements, s'ils ne sont pas des équipements spécifiques, ne peuvent pas supporter cette température. Et donc, vu le temps de survie du virus sur le linge, on conseille donc de stocker les vêtements qui ne peuvent pas subir ce lavage à 60 degrés, de les stocker dans une zone fermée pendant 12 heures et puis de les laver à bonne température avec le bon détergent. Alors la deuxième partie donc est plus spécifique vraiment aux recommandations de votre secteur. Donc comme je vous l'ai dit, les mesures spécifiques, vous n'êtes pas très riche finalement parce qu'il y a la loi pandémie et d'autre part il y a les recommandations. Bon, c'est vrai qu'au début de la réouverture ou dans le cas où vous aviez fait service traiteur ou dans le cas de l'hôtellerie où vous avez pu continuer vos activités, il y avait donc le règlement grand ducal du 17 avril concernant donc les obligations des employeurs et des salariés concernant les mesures spécifiques à mettre en place dans le cadre de la pandémie. Et donc là, il y avait toute une série de mesures qui vous demandaient vraiment une évaluation du risque avec des mesures, des points bien précis à évaluer. Donc ça date déjà de quelque temps. Et donc maintenant, on est dans la phase où ça, je pense, est acquis et on est sur la loi du 24 juin qui dit qu'au niveau des hôtels, restaurants et cafés et bars, ben voilà, ce qui est obligatoire, donc c'est une loi, ça c'est une obligation. Quelles sont les choses à respecter? C'est la fermeture au plus tard à minuit, le service uniquement en place assise, 1,50 m entre chaque table qui sont mises côte à côte, sinon une séparation physique lavable désinfectable, que les tables peuvent aller jusqu'à 10 personnes, sauf si des personnes sont du même foyer, et que le port du masque ou tout autre dispositif est obligatoire d'une part pour le personnel dès qu'il y a un contact avec le client, et d'autre part pour le client quand il n'est pas assis à sa place. Donc ça, ce sont les critères obligatoires. Et d'autre part, il y a les recommandations sanitaires, donc qui sont des recommandations, et qui, donc je vous ai fait ici la synthèse, mais donc qui réinsistent sur l'hygiène des mains et qui disent bien que donc il faut prévoir des accès aux points d'eau et fournir les consommables nécessaires pour pouvoir assurer cette hygiène. Ils insistent également sur les poubelles. Il faut éviter évidemment les échanges de matériel, d'équipement, que ce soit entre collègues ou avec la clientèle. Là également, ils rappellent la distanciation d'1,50 m entre les tables, 2 mètres entre les clients, entre clients et salariés remis au service et entre salariés, qu'il faut promouvoir la séparation physique, surtout si on veut raccourcir les distances, que le port du masque donc a aussi son obligation dans certaines phases, mais quand la distanciation n'est pas assurée, et qu'il y a aussi des endroits où il faut une distanciation, c'est quand les groupes stagnent en file. Qu'il faut donc, comme on l'a dit, éviter le contact physique, et qu'il y a aussi une recommandation d'affichage
L'affichage à des endroits stratégiques, l'affichage de quoi? L'affichage de comment se laver les mains, parce qu'on peut avoir des clients qui ne savent pas. Importance donc de l'hygiène des mains, de la distanciation, du port du masque. Donc ça, ce sont des endroits qui vont être rappelés, par exemple, dans les sanitaires, à l'entrée du restaurant ou de l'hôtel. Et il faut aussi fournir des consignes et des informations utiles aux clients. En cuisine, il faut limiter le nombre de contacts. Il recommande le port du masque et on conseille l'utilisation individuelle de ces outils. La livraison doit se faire en dehors, donc à l'entrée, en dehors des lieux de travail, et les aires de manutention aussi. Donc ça, c'est pour éviter les contacts directs et indirects. Insistance aussi sur l'entretien. Donc les espaces de travail, les espaces partagés, c'est entretien au moins une fois par jour, produit d'entretien habituel. Donc je dis que c'est des recommandations actuelles sur base de l'épidémiologie actuelle, hein, et de nombre de cas que l'on rencontre actuellement. Donc également entretien des surfaces fréquemment touchées. Là c'est un nettoyage régulier, donc plus souvent qu'une fois par jour, produit d'entretien habituel. Les sanitaires clients aussi, là aussi on adapte la fréquence. On n'a pas mis un nombre de fois, vous avez des gros, des plus petits hôtels, beaucoup de toilettes, pas beaucoup de toilettes, enfin bref. Les systèmes de ventilation est un élément aussi important, 100% d'air frais. Et concernant les EPI, il ne parle pas de grand-chose comme EPI, il parle du port du masque ou tout autre dispositif permettant de protéger le nez ou la bouche. Il parle également des solutions hydroalcooliques et ils mettent un frein sur le port des gants en insistant clairement sur le fait que on ne met pas des gants partout parce que c'est un faux sentiment de sécurité et pour celui qui le porte et pour le client. Dans votre secteur, c'est vrai qu'on recommande l'utilisation, je vais dans l'HACCP, mais en tout cas c'est dans le nettoyage et la manipulation des poubelles. Un point également, mais nous y reviendrons, c'est sur comment gérer ces salariés vulnérables. Et un point aussi, c'est sur que faire si un salarié ou un client présente des symptômes. Avant de venir dans l'entreprise, c'est éviter qu'ils viennent. Donc là, il y a toutes des choses à mettre en place. C'est s'il est présent, comment faire quand quelqu'un était positif et qui va reprendre le travail. Et également, un de vos collaborateurs a été en contact, il a soit été en autosurveillance ou en quarantaine. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de recommandations spécifiques pour le personnel hôtellerie. Et voilà. Donc, dans ce cadre, donc la mise en application donc de ces recommandations, elle va être faite par qui? Nous avons parlé du coordinateur ou du référent Covid. Qui est-il? Dans votre entreprise, c'est l'employeur, tout dépend de la taille de votre entreprise, c'est votre employeur. C'est l'employeur, mais il peut aussi, et c'est une très bonne chose, qu'il se fait aider par son travailleur désigné, car la tâche n'est pas simple, il a fallu évaluer le risque, il va falloir organiser aussi bien le poste de travail, mais comme vous avez un contact avec de la clientèle, ça rajoute une charge de travail, il va falloir mettre en place beaucoup de choses, et un point qui n'est pas à négliger, c'est assurer le suivi des choses. Alors, l'évaluation que vous avez faite, comme je disais, est compliquée parce que non seulement il y a le poste de travail, donc comme dans un garage ou comme dans tout autre poste, mais il a fallu aussi voir les accès à votre entreprise, que ce soit pour les clients que pour le personnel et pour vos fournisseurs, les voies de circulation aussi, les lieux communs partagés par vos collaborateurs, que ce soit les sanitaires, les vestiaires, les réfectoires, les lieux communs aussi pour le public qui vient chez vous, et donc des interactions diverses. Donc c'est une tâche qui est loin d'être facile. Et donc dans ce cadre, votre fédération a réalisé un guide qui était quand même avant-gardiste parce qu'il était tout de suite sur le pont à l'ouverture d'un certain nombre de vos pour les restaurants, pour les cafés, pour les bars, et en collaboration, nous avons dressé
une checklist sur les différents points à regarder, à évaluer, et un certain nombre de mesures, en tout cas, ont été proposées. Ce n'est pas une liste exhaustive. Je ne suis pas restaurateur ni hôtelière. Voilà, c'est fait avec la vision de la médecine du travail et dans le respect et du client et de vos collaborateurs. Alors, les points, en tout cas, les objectifs qui ont été poursuivis pour la mise en place de ces checklists, et donc en respectant ces points-là, vous pouvez compléter la checklist. C'est vraiment des points importants à garder, c'est qu'il est important, donc on revient sur les gestes barrières, de l'hygiène, importance de l'hygiène des mains, et un point qui est important, c'est de dire, voilà, le client doit toujours avoir les mains propres quand il revient à table, quelle que soit la taille de votre entreprise, tout ce que vous organisez, par exemple pour le restaurant, c'est revenir à ça. Le client doit avoir les mains propres à table. Il faut assurer la distanciation au maximum, sachant qu'elle est obligatoire dans certaines et donc non négociable pour les tables, sauf si vous avez des séparations, comme je répète, lavables et désinfectables. Et c'est non négociable aussi s'il n'y a pas de 2 mètres de distance quand on ne peut pas porter le masque. Et où est-ce qu'on ne peut pas porter le masque? C'est quand vos collaborateurs mangent entre eux, ou quand ils sont dans les vestiaires, ou peut-être dans d'autres places. Et donc là, à ce moment-là, on ne discute pas. Le but est de limiter les contacts interpersonnels, donc c'est de dire aussi, ne doivent pas se rencontrer des gens qui ne doivent pas se rencontrer parce que c'est une nécessité professionnelle, et il faut réfléchir au fait de est-ce que c'est nécessaire que, j'invente, on soit 3 personnes ou 2 personnes à être dans la même chambre pour faire ce travail. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir? Voilà. Il faut aussi bien réfléchir à est-ce que j'ai un contact avec des équipements qui ont été en contact avec le client, est-ce que j'ai des risques de contact direct, indirect, et il faut garder aussi qu'est-ce que je dois mettre en place pour éviter qu'un malade ne soit présent sur le lieu du travail. À ça, évidemment, vont s'ajouter quels sont les vêtements de travail que je vais devoir mettre en place, le nombre, les EPI, leur gestion, leur entretien, et quel va être mon plan d'entretien. Bon, vous êtes des secteurs où vous avez quand même une hygiène qui est déjà bien réglementée, mais que vous devez vous mettre en plus par rapport à cette période de crise, c'est surtout pour l'entretien des choses comme les clinches, les interrupteurs, donc les zones de contact fréquentes au niveau des ascenseurs, les boutons poussoirs, ainsi de suite. Et réfléchir donc aussi à ce que j'ai toujours assez de consommables, le renouvellement régulier, qui va être accéléré par rapport à l'habitude, et de dire que si je n'ai pas assez de points d'eau, d'accès à des points d'eau, je dois mettre des solutions hydroalcooliques. Un autre point important, c'est l'information de vos salariés et de votre clientèle. Dans les mesures à prendre, on préfère toujours des mesures organisationnelles, et puis viennent les mesures collectives, et puis viennent les mesures individuelles. Pourquoi? Parce que c'est plus facile parfois de respecter des choses collectives que des choses qui demandent un effort personnel. Le port du masque demande peut-être, dépend comment la distanciation est assurée, mais si une distanciation stricte est mise en place, c'est quand même, c'est beaucoup moins contraignant pour quelqu'un que de devoir porter un masque. Donc on préfère toujours les protections collectives aux protections individuelles. Donc ici on va passer en revue les choses sur lesquelles qui sont pour nous importantes, des propositions d'aménagement, mais je vous dis, pour nous c'est loin d'être exhaustif. Et nous n'avons pas trouvé finalement des photos pour vous illustrer l'ensemble. Donc dans le cadre de votre organisation, il faut déjà définir quelle va être la capacité de votre restaurant. Et ça va dépendre évidemment en fonction des critères qui ont été mis, du nombre de personnes, de la distanciation,
que vous avez pu faire, vous avez pu mettre vous des séparations. En fonction de ça, vous allez pouvoir dire, ben oui, moi je peux utiliser peut-être 30, 40, 50% de ma capacité. Dans l'organisation aussi, un point important, c'est de dire, ben, préférons travailler par pré-réservation ou par réservation, pardon, ou par précommande. D'autre part, dans l'organisation pour le personnel, puisqu'on a vu qu'il fallait éviter la distanciation, qu'il fallait favoriser la distanciation dans les vestiaires, bien une arrivée cadencée permet aussi également d'assurer cette distanciation. On conseille aussi de limiter le nombre de personnes et d'éviter la mobilité dans les équipes. Pourquoi? Ben justement, puisque maintenant nous sommes dans l'ère de l'ouverture, de l'augmentation des contacts, que d'autre part il y a le tracing et que donc pour l'instant on fait le testing des personnes non symptomatiques, ben, il se peut que dans vos collaborateurs testés, il y a un Covid positif qui s'ignore, et donc évidemment ben, le tracing est plus facile, et d'autre part l'isolement ou la mise en quarantaine va être réduite si elle s'impose pour le personnel qui est en contact avec. Donc il faut vraiment limiter cette mobilité, ces échanges entre personnels. En fonction évidemment de l'ouverture et du nombre de clients, vous pouvez ajuster, il va falloir peut-être ajuster les horaires. Et comme on avait dit qu'il fallait la mise en place d'un coordinateur Covid, on insiste sur l'importance du référent, mais ici le référent est aussi là dans le cadre d'abord de la formation continue du personnel. Donc c'est pas d'office lui qui a mis en place tout, mais c'est celui qui connaît bien les procédures et qui va aussi sur le côté réalisable à l'entrée de la procédure et qui est aussi le retour un peu des gens sur la pénibilité de ces procédures qui ont été mises en place et sur aussi ce qui vit vis-à-vis du client, la difficulté qu'ils ont peut-être par rapport au client. Autre point, c'est les voies de circulation. Donc, ce qu'on essaye, c'est d'éviter au maximum les déplacements du client au sein ici, donc on a pris les exemples du restaurant. Donc théoriquement le client une fois qu'il est assis, hormis aller à la toilette, théoriquement il ne doit plus se déplacer. Donc en fait on regarde les circuits, on essaye d'avoir une séparation entre l'entrée et la sortie dans les limitations du possible. Donc on essaye de faire un circuit, on le balise, marquage au sol, donc ça c'est à vous de voir aussi ce qui correspond le plus à vos possibilités de surface et puis par rapport aussi au standing ou autre de votre restaurant, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place. On préconise de laisser le plus possible les portes ouvertes en respect des normes HACCP et évidemment si ce ne sont pas des normes coupe-feu qui doivent rester fermées. On regarde aussi par rapport aux endroits où il y aurait un risque possible d'attente des gens, je ne sais pas par rapport à la voie sanitaire, c'est à réfléchir. D'autre part, donc on regarde l'accès au niveau du restaurant, comment ça fonctionne chez vous, est-ce que les gens peuvent rentrer tout de suite, est-ce qu'il y a une organisation d'une attente à l'extérieur, si c'est une attente à l'intérieur, comment vous allez la délimiter, on évite que les gens attendent seuls et aient tendance à se déplacer pour aller lire la fiche qui est un peu plus loin, donc voilà, comment allez-vous délimiter. Il y a des endroits où on a créé un pseudo-sas à l'entrée avec un grand panneau qui explique les consignes. Donc ça c'est un peu à vous à voir. On peut aussi, si on fonctionne par réservation, échelonner les arrivées, je sais pas, de 10 minutes en 10 minutes, permettant aux gens de s'installer tranquillement. Il faut aussi informer vos clients.
L'information peut se faire déjà sur place, mais on conseille aussi, si vous avez un site internet, donc d'avoir une information claire où on rappelle, donc ça c'est un exemple d'information, on rappelle clairement aux gens quelles sont les mesures que l'on a mis en place. Et ça évitera aussi les discussions parfois à l'entrée de j'ai un masque, j'ai pas de masque, je me désinfecte pas les mains, ou donc voilà. Ces affiches vont préciser, comme je vous disais, les modalités d'accès, comment ça va fonctionner. Vous pouvez dire voilà, chez nous, vous allez attendre on va vous faire attendre à l'accueil, un de nos collaborateurs va venir vous chercher, nous vous installerons à place, nous n'utilisons pas de vestiaire, mais nous recommandons la dépose des vêtements sur la chaise. Donc, un certain nombre de gens vont peut dire moi je suis garé pas loin, je prends pas de vêtements. Enfin voilà, il y a tout un nombre de choses qu'on va expliquer aux gens. On va leur dire mais écoutez, vous devrez vous désinfecter les mains en arrivant chez nous. Sachez qu'il y aura il y aura un lieu de désinfection par exemple dans la salle qui vous permettra d'avoir toujours les mains propres au niveau de votre table. Enfin voilà, ça c'est une liste non exhaustive. De même, en contrepartie, vous pouvez aussi communiquer à votre client ce que vous faites pour le rassurer, parce que je veux dire, retourner au restaurant, ça peut être stressant pour le personnel, mais c'est stressant aussi pour le client. Donc voilà, c'est un exemple. Qu'est-ce que nous avons mis en place pour rendre votre séjour dans notre hébergement ou dans notre restaurant le plus agréable et le plus protecteur possible. Et d'autre part, il y a l'information de vos personnels. Donc, il y aura un grand point qui va être expliqué par la suite. On détaille vraiment toutes les choses à envisager. Mais il faut aussi que votre personnel garde toujours en mémoire dans leur pratique de tous les jours, pas des grandes procédures, mais je dois porter le masque chirurgical quand je suis en salle ou quand je suis dans une situation où j'ai un contact potentiel avec un client. 2, je respecte toujours les gestes barrières. 3, la distanciation fait partie de mon état d'esprit et je la garde dès que possible. J'évite de croiser mes collègues. J'évite des déplacements inutiles qui favorise finalement des croisements. J'évite touche, échange de main à la main. Je me lave les mains ou je les désinfecte régulièrement et de façon générale et qui peut résumer tout. Avant de toucher tout ce qui est propre et 2, après avoir été en contact avec tout ce qui pourrait être sale. Et ça, je pense que si les gens gardent ça en tête, ils peuvent moduler et rajouter à tout ce qui est dit eux-mêmes des consignes. Alors une fois que l'accès, les flux dans l'entreprise ont été définis, comment accueille-t-on le client? Voilà, le client, on lui rappelle les consignes, comme le port du masque ou tout autre dispositif, quand il quitte sa place, que ce sont des places assises, ce ne sont pas des places interchangeables, c'est plutôt ça, c'est quand vous avez une famille, puisqu'on a dit que c'était des tables de 10 personnes, et vous avez une famille de 20 personnes qui voudraient venir au restaurant, eh bien non, nous sommes des unités de 10 personnes, donc on ne va pas changer de la table B à la table A et permuter les chaises. Voilà. Et on dit aux gens aussi désinfectez-vous les mains dès que vous rentrez et nous avons les moyens mis en place pour que vous ayez toujours les mains propres en revenant à votre place pour consommer. L'utilisation des vestiaires, donc là aussi, c'est à réfléchir. On évite cette utilisation parce qu'on ne veut pas qu'il y ait un contact entre les vêtements de tables différentes. On préfère aussi le placement des gens à leur place plutôt que le déplacement libre du client. Lors du service, on va limiter les contacts différents. Donc là, de nouveau, c'est dans le cadre du tracing. Donc, on va préférer que ce soit toujours les mêmes serveurs qui s'occupent des mêmes tables ou dire, voilà, il y a qui s'occupent du service et d'autres qui s'occupent du débarrassage.
en fonction de votre structure, vous pouvez peut-être le débat, organiser éventuellement un service en chariot où la personne vient se servir au comptoir. Donc ça, ce sont toutes des choses à évaluer en fonction de ce que vous pouvez faire et de l'esprit aussi de votre structure. Les menus, on évite tout contact, donc ce sera de préférence soit des cartes de menus jetables ou lavables, ou tout simplement une ardoise ou des cartes digitales. Maintenant, si c'est quelque chose qui doit, comme des tablettes informatiques, ou si c'est un menu, alors il faut le désinfecter après chaque usage par client. Au niveau des tables, là également, on préfère soit ne rien mettre, une table nue. Si on emploie des nappes, cette préférence des nappes et des serviettes jetables. On évite les décorations et tout ce qui n'est pas en portion individuelle. Les buffets, nous ne sommes pas, d'un point de vue médecine du travail, des partisans de l'utilisation des buffets, mais dans le cadre de ceux-ci, il faut être très strict. Donc il faut que si le client doit pouvoir se désinfecter les mains en début de buffet, et s'il ne peut pas se désinfecter les mains, il n'est en tout cas pas question qu'il puisse toucher à quelque chose. Il faut mettre quelqu'un derrière le buffet qui va servir. Il faut également empêcher que toute nourriture puisse être contaminable, donc elle doit être recouverte pour éviter qu'il y ait, malgré que le client a un masque, qu'il y ait un risque. Le client ne peut pas aller se servir de pain ou de couverts comme ça. Donc il y a toutes sortes de choses à réfléchir, et en fonction de ce que vous pouvez faire et de l'esprit de votre institution, choisir des solutions. En tout cas, c'est clair, le client ne peut pas aller se servir comme auparavant sur un buffet. Les sanitaires à disposition des clients doivent aussi être examinés sous l'œil de la distanciation. Donc les urinoirs, par exemple, il faut veiller qu'on ne puisse pas être à deux en même temps. Si la distanciation n'est pas assurée, soit on condamne un urinoir, soit on met un écran. Alors mettre à disposition les consommables nécessaires et regarder si quand les gens sortent, ils ont les mains propres. Vous avez beau avoir mis tous les consommables à disposition à l'intérieur, si la personne qui sort doit toucher la clinge, et si en plus elle est difficile et qu'il faut la retoucher à l'extérieur, finalement une partie de l'effort, en tout cas de désinfection, est perdue. Donc là aussi, il faut regarder est-ce qu'on sait sortir sans toucher la clinge. Il y a un certain nombre de petits dispositifs qui le permettent. Et si ce n'est pas possible, il faut peut-être prévoir un système de désinfection juste à l'extérieur. Afficher donc les informations qui renforcent l'importance du lavage des mains et comment les laver, et rassurer les gens et informer votre personnel sur l'entretien en affichant un plan de nettoyage. En ce qui concerne le dressage, débarrassage, nettoyage, bon, si c'est une nappe en tissu, évidemment, il faut la changer entre chaque client, la laver à température adéquate. Quand on débarrasse la table, il faut faire le tri. Soit il y a des choses qui doivent être entretenues, soit il y a des choses qui doivent être jetées. Et dans les choses entretenues, il y a d'une part le linge. Si sur la table vous avez mis un petit vase ou un élément de décoration, il doit être aussi désinfecté entre chaque client. Maintenant, le débarrassage est fait par un membre de votre personnel ou est fait par le client, c'est savoir comment vous souhaitez le faire. Il y a donc l'importance aussi d'un plan de nettoyage. Donc, je dis ici, c'est beaucoup du répétitif. On l'a fait volontairement par postes différents pour que, si vous voulez par la suite regarder dans les checklists, vous ayez toute l'information à un poste et vous ne deviez pas tout passer en revue.
L'encaissement, ben là aussi, est-ce qu'on encaisse à table, est-ce qu'on encaisse à une caisse? Tout se réfléchit. Est-ce que la caisse, entre guillemets, est mise juste à côté des cuisines ou à côté du four du pizzaiolo, et que à ce moment-là vous dites oui, mais nous c'est compliqué de mettre plexi, enfin bref. Donc là, c'est beau avoir. Un élément important, c'est qu'on évite les contacts, le passage, donc aussi bien d'argent que de carte avec le client. Si maintenant vous utilisez un terminal de paiement, il faut savoir que si vous allez à table, il faut le désinfecter entre chaque personne. Donc voilà, beaucoup de choses sont possibles. Il faut réfléchir au côté hygiène. En cuisine, bon, sous couvert, il est toujours important de respecter l'HACCP. Élément complémentaire, c'est donc la zone de réception, elle doit bien être séparée, et également il faut une zone pour le défilage et le déconditionnement de vos produits. Toute personne non autorisée à la cuisine, il n'y a pas accès, donc d'autant plus les livreurs, et donc il faut une hygiène irréprochable après la manipulation de toutes les marchandises qui ont été apportées. En cuisine, on limite le nombre de personnes. Il est peut-être nécessaire, évidemment, de limiter le nombre de plats. La distanciation reste importante. Bon, du point de vue médecine du travail pur, pour nous, le port du masque tout au long du travail est recommandé. Voilà, si ce n'est pas le cas, en tout cas, il y a des endroits qui pour nous sont indispensables, c'est quand on manipule ou qu'on prépare des denrées alimentaires qui ne vont pas être cuites, et d'autre part également dans le cadre du dressage, parce que lors du dressage, il y a non seulement le contact de la denrée alimentaire, mais il y a aussi le contact direct et indirect avec l'assiette. Donc voilà. En cuisine, on évite l'échange de matériel. Si l'échange de matériel, il doit être nettoyé entre chaque utilisateur. Il est important donc d'avoir un plan de nettoyage également, et d'avoir un nombre suffisant des poubelles à commande non manuelles. Pour la plonge, la vaisselle doit être nettoyée donc au savon, rincée après chaque utilisation. On préfère le lavage au lave-vaisselle donc à au moins 60 degrés. Si on lave à la main, c'est à l'eau chaude au détergent. Là aussi, le détergent doit être utilisé selon les règles de l'art prescrites par le produit, donc en quantité suffisante. Il faut de l'eau chaude. On rince à l'eau claire, eau claire, froide ou chaude. Il n'y a pas de documentation spécifique. En tout cas, dans d'autres pays, au niveau de réglementation ministérielle, ils parlent d'eau froide possible. Il faut des bacs séparés, et dans ce cas, on lave à la main. Il conseille de laisser s'égoutter et sécher, et que si jamais on essuie, il faut un essuie propre évidemment et un changement régulier. À l'heure actuelle, en ce qui concerne le lavage au rince-verre et à l'eau froide des verres à bière, on oublie. C'est impossible. Alors, donc voici un petit rappel des endroits pour lesquels il faut avoir une attention particulière pour l'entretien. Voilà. Plus spécifiquement maintenant pour les cafés et les bars, est-ce qu'on peut servir un client au comptoir? A priori, non. Mais on peut, dans certains critères, c'est le client est assis comme s'il était assis à une table, et donc il reste sur sa chaise, il ne se lève pas pour aller parler avec
le client qui est à côté, d'autant plus que dans ce cadre-là, on accepte une distanciation d'1,50 m. Donc c'est vraiment, il faut rester à son poste et ça n'est possible évidemment que si on protège le personnel qui est derrière le comptoir. Si tous ces critères ne sont pas respectés, alors on ne peut pas servir quelqu'un au comptoir. Là aussi, les petites portions donc de cacahuètes et autres sont à proscrire actuellement. On rappelle donc que le lavage des verres à bière doit se faire dans de bonnes conditions. On préfère qu'un serveur soit assigné aux mêmes tables ou à une table définie. On insiste un peu plus ici parce que par rapport à un restaurant, il y a quand même une différence. Le passage est un peu différent et vous aurez aussi une autre population. C'est des gens qui sont contents de se retrouver comme au restaurant, mais il y aura beaucoup plus tendance à s'accoler, avoir des discussions animées. On supprime les sous-verres, donc toutes choses qui ne sont pas désinfectables et qui peuvent favoriser le contact indirect. Alors, autre point, c'est l'hôtellerie. Donc, comme je vous disais, vous n'avez pas de recommandations spécifiques. Donc, ici, nous avons essayé de passer en revue les choses qui nous semblaient importantes. Je vous répète, nous sommes pas étudiés. Nous avons peut-être omis des points. S'il y a des choses pour lesquelles vous voudriez d'autres éclaircissements et qu'on n'est pas capable de vous informer, on le fera par la suite. Donc là aussi, on revient à l'importance d'informer correctement le client sur comment il va devoir se comporter au sein de l'hôtel. Donc là, c'est important aussi d'avoir une information déjà bien signalée sur votre site. Et là, on revient à un certain nombre de points, l'accès à l'hôtel, et vous décidez comment vous allez organiser le check-in. Est-ce que vous allez faire en sorte que les gens viennent aussi de quart d'heure en quart d'heure pour éviter les contacts? Comment va-t-on faire le check-out? Est-ce qu'il y aura une remise des clés sans contact? Enfin voilà. Rappelez aux gens que quelqu'un qui présente des symptômes ne doit pas venir à l'hôtel. Est-ce que vous pouvez mettre quelque chose en place pour dire écoutez, vous ne serez pas pénalisé, j'invente, si vous nous donnez un certificat par la suite comme quoi vous étiez bien dans l'incapacité de venir, nous ne vous demanderons pas un remboursement à 100%, enfin bref, un certain nombre de choses de ce type-là. Quelles sont donc les procédures que les gens doivent suivre, que dans votre établissement, les gestes barrières, dont l'hygiène des mains, la distanciation, le port du masque sont quelque chose qui sont intégrés et qui sont intégrés également par le personnel. Et donc de votre côté, vous vous engagez à suivre un certain nombre de mesures. Et donc voilà, la protection est collective et croisée. Donc voilà, ici c'est un exemple. Quand les gens arrivent à l'accueil, on leur rappelle les consignes, on a retiré tous les présentoirs qui contenaient des magazines, des guides touristiques. Maintenant, ça ne vous empêche pas, vous, de distribuer, mais de nouveau, il faut réfléchir à comment on le fait, si vous voulez, la carte de Luxembourg, ou voilà. Ça, ce sont des choses à réfléchir. Il faut donc éviter au maximum les contacts. Dans ce cas-ci, on a mis un écran au niveau de l'accueil. On préfère que le client se charge de ses bagages. S'il ne s'en charge pas, faut prévoir où dépose-t-il ses bagages. Pour l'acheminement en chambre, votre personnel doit avoir les équipements nécessaires pour le faire. S'il y a des consignes pour après le séjour des bagages, comment l'organiser. Les clés, comment fait-on? Est-ce que pendant le séjour, est-ce que les clés doivent revenir au niveau de l'accueil? Comment est-ce qu'on fait la jonction? De toute façon, ces clés en fin de séjour ou ces porte-cartes, ces cartes-clés doivent être désinfectées. Comment va-t-on organiser le paiement? Est-ce que ça va se faire par voie directe ou bien ça va se faire plutôt par virement? Enfin voilà, ça c'est tous des points à lister et à décider
que vous voulez faire. Là aussi, dans l'hôtel, plan de circulation est important. Quels sont les endroits où le client peut aller, les endroits qu'il ne doit pas aller, est-ce qu'on doit les interdire, les délimiter, comment les délimiter, quelles sont les portes que je peux laisser ouvertes, est-ce qu'il y a des zones de goulot, comment je dois les organiser, devant les ascenseurs, voilà, est-ce que je peux organiser un sens unique ou pas? J'ai des ascenseurs, comment les gérer? Est-ce que on dit voilà, on condamne les ascenseurs, ça voudrait dire que les gens doivent monter et descendre par les escaliers, ça veut dire donc deux sens, c'est compliqué, on peut se croiser, ou est-ce qu'on dit voilà les ascenseurs c'est vous l'utilisez uniquement pour monter les escaliers ou descendre pour monter dans vos chambres ou pour vider votre chambre quand vous êtes chargé. Et on préfère l'utilisation des escaliers pour la descente. Voilà, il y a les ascenseurs pour la livraison. Donc ça, c'est des points à regarder. L'entretien est un élément important. Donc l'entretien, c'est qu'il faut donc établir vos modalités pratiques. Donc je rappelle, on souhaite que les personnes travaillent plutôt seules. Ça, c'est certainement pour les chambres, hein, qu'ils ne changent pas d'étage. Donc c'est plus facile à gérer s'il y a un suivi. On favorise les mêmes équipes. Pourquoi? Parce qu'il peut arriver que dans une chambre, momentanément, on ait besoin d'aide pour certaines tâches. Et donc là, ça peut être dans des moments limités. Et donc on préfère que ce soit toujours les mêmes deux personnes qui, si elles doivent éventuellement intervenir à deux, soient ensemble. On demande que les gens préparent minutieusement leur matériel de telle sorte à ne pas dire ah zut, j'ai oublié des sacs pour ceci, je dois redescendre en sous-sol, chercher, je rencontre la collègue, enfin bref. Donc on essaye qu'il y ait le moins de déplacements possible pour qu'il y ait le moins de contacts interpersonnels. On privilégie donc l'usage d'un matériel individuel. Si maintenant on tourne par équipe et qu'un chariot est utilisé en pause et que d'autres personnes pourraient l'utiliser, en fin de poste, on demande que la personne qui l'a utilisé le désinfecte et que la personne le lendemain qui le remploie aussi désinfecte les autres avec lesquelles elle peut avoir contact. Il faut se rendre compte que toutes ces choses mises en place prennent du temps et donc on n'est pas aussi rapide qu'en temps normal. On doit éviter en tout cas l'entretien des chambres en présence des clients. On doit veiller à avoir des consommables fournis en suffisance pour les clients et soit ils sont en conditionnement individuel. Là, si c'est un individuel, puisqu'on sera obligé de les jeter en fin de séjour s'ils ne les ont pas pris avec eux, on peut très bien dire à l'entrée, écoutez, les consommables, on vous les met en petite quantité, si vous avez besoin, dites-le nous, on vous en remettra, hein, par exemple. Et si maintenant ce sont des consommables qui sont sur des distributeurs, là aussi ils nécessitent une désinfection. On limite les objets décoratifs, d'une part qui ne sont pas désinfectables, après le départ du client. Et si on met des objets décoratifs, il faut penser à leur nettoyage ou désinfection en fin de séjour. Les poubelles mises dans les chambres seront munies de sacs. Il y a beaucoup de chances que les gens aient utilisé des mouchoirs ou d'autres choses et donc là c'est pour éviter que le personnel ait un contact. Et donc le personnel qui va effectuer l'entretien va devoir disposer au moins de gants et de masques, et la visière complémentaire est à évaluer en fonction aussi des tâches que l'on effectue. Alors là aussi, nous vous remettons les points finalement importants qui sont finalement les points où il y a eu beaucoup de contacts, le client touche énormément. Donc ça, il faut les désinfecter régulièrement.
Importance aussi du nettoyage de la salle de bain et des sanitaires. Et dans le plan d'entretien aussi général, dans les communs, c'est important de l'entretien. On l'a déjà dit, je le répète, les poignées de porte, tout ce qui est rampe d'escalier, bouton poussoir. Quand vous entretenez les chambres, il est important de veiller à une aération de la chambre tout au long de l'entretien, et on peut nettoyer avec les produits d'entretien habituels. En cas de moquette, il est très important d'aérer la chambre, de veiller au nettoyage des filtres, et également que le personnel porte un masque lorsqu'il aspire, parce que là, avec un aspirateur, il y a quand même de l'air qui est chassé, et on évite quand même tout brassage, puisque c'est un microbe qui est aéroporté. Pour l'entretien des vitries, on évite évidemment de secouer les draps. Donc on essaie de manipuler le plus précautionneusement possible le linge. Là, on travaille avec des gants, des masques, et donc là, l'apport de la visière ou des lunettes peut s'imposer. À partir du moment où on a un déplacement ou un secure du linge, il peut avoir mise en suspension. On veille à ce que on ne mélange pas le propre du sale. Donc il faut que le linge sale soit dans des paniers à linge, séparés des paniers, des présentoirs à linge propre. On ne laisse pas traîner dans les étages le linge sale, et on préconise que finalement c'est quand la chambre est tout à fait propre que l'on vient déposer, qu'on apporte le linge propre et qu'on le dispose. Pour la buanderie également, on veille à une aération le plus si possible naturelle, donc une très bonne aération. Là aussi, il faut une protection efficace du personnel, donc masque, visière ou lunettes et port de gants. Si maintenant vous avez des clients qui veulent qu'on lave leur linge, ils disposent de sacs dans leur chambre. Ces sacs doivent être fermés hermétiquement. Room service, oui, non, je n'ai pas trouvé, nous n'avons pas trouvé de documentation disponible ici. Bon, d'autres pays préconisent de dire soit que le client va chercher sa commande, soit on le livre à la porte. Qu'en est-il des séminaires? Là, on tombe dans pour les gens qui viennent chez vous, donc vous, le personnel va toujours porter le masque, mais pour les participants, ça peut se faire dans des règles strictes. Alors, un client qui présenterait des symptômes Covid pendant le séjour, donc nous sommes ici dans le cadre de l'hygiène, essentiellement, le principe c'est qu'on isole le client dans un endroit où il a ses sanitaires personnels, donc le mieux c'est qu'il reste dans sa chambre, et avant d'aller en tout cas nettoyer la chambre, on l'aère au moins pendant 1 heure. Si vous pouvez faire plus, franchement c'est mieux. Et ensuite on nettoie, et là on désinfecte, et tout le linge qui a pu être en contact par la personne, là il doit être lavé à 90 degrés et avec un détergent adapté. Donc ici on a passé en revue un certain nombre de points. Maintenant nous allons passer des recommandations qui sont plus liées à la santé, à la sécurité de vos collaborateurs proprement dit. C'est d'une part l'utilisation des vestiaires, l'entretien de leurs vêtements de travail et l'utilisation des réfectoires, et nous terminerons par les informations spécifiques pour votre personnel. Donc au niveau des vestiaires, on évite le brassage de personnes, et afin de respecter la distanciation, le mieux c'est de permettre aux gens d'arriver à échelonnement.
on donne de telle sorte que le nombre de personnes autorisées ne soit pas dépassé. On intensifie le nettoyage et on donne un certain nombre de consignes. Ici, c'est un exemple que vous pouvez trouver sur notre site et que vous pouvez utiliser, donc c'est téléchargeable, de consignes mises à disposition du personnel où on explique ce qu'il doit faire en entrant dans le vestiaire, ce qu'il doit faire donc, en début de poste, en fin de poste. Et sur le côté droit, le deuxième volet, sur la première partie, elle est fixe, et sur l'autre, là, vous pouvez ajouter vos dispositions spécifiques. On vous dit, voilà, nos consignes à nous, c'est que c'est seulement 2 personnes à la fois, ou bien vous avez décidé que les horaires seraient échelonnés. Là, vous pouvez ajouter les horaires et, par exemple, également noter le plan de nettoyage. En ce qui concerne les vêtements de travail, donc là, on doit prévoir des vêtements de travail en quantité suffisante. Alors, soit on multiplie le nombre, de telle sorte que les gens puissent se changer à chaque poste, ou on augmente la fréquence de lavage. Ça, c'est à vous à voir. Il faut qu'en tout cas, quand quelqu'un commence son poste, il travaille avec un équipement propre. Comment faites-vous le nettoyage? Est-ce que c'est un nettoyage sur place? Est-ce que c'est une société extérieure? Donc là, c'est important de bien voir avec elle la gestion des échanges du linge propre avec le linge sale. Est-ce que l'entretien se fait sur place, mais par contre, les gens n'ont pas la possibilité de se doucher. Donc, il y a un certain nombre de choses à évaluer. Si la personne peut se changer sur place, mais pas la possibilité de se doucher et que vous entreteniez les vêtements. Bon, ça c'est une chose, donc c'est à vous à gérer l'entretien. Maintenant, il peut arriver aussi que la personne doive gérer le nettoyage chez elle. Donc ici, donc c'est un exemple de l'affichage. Voilà, vêtements de travail qui sont nettoyés par l'entreprise. Voilà ce qui est proposé. Vous vous changez. Si vous pouvez vous doucher, vous le faites. On ne sort pas avec ses chaussures de travail. Bon, c'est déjà précis dans les normes HACCP, mais il y a d'autres postes. On ne ramène pas à la maison ses chaussures. Et si on prend ses chaussures à la maison, on change de chaussures directement le retour au domicile. Quelles sont les recommandations si on a des vêtements de travail qu'on doit nettoyer personnellement? Voilà, on les lave directement à 60 degrés pendant 30 minutes, et si c'est pas possible, on les stocke et on assure l'entretien ultérieur. On a pensé donc d'une part au vestiaire, maintenant comment gérer les repas. Donc si vous disposez d'un réfectoire pour votre personnel, là aussi il faut veiller au nombre de personnes. Si le réfectoire autorise la présence de plusieurs personnes, il faut veiller que quand elles sont toutes présentes, elles puissent être à une distance de 2 mètres, puisque là le masque sera enlevé. Donc ça, c'est à vous à voir comment les choses sont possibles. Si maintenant vous avez un local qui ne permet pas la présence de plus de 2 personnes, mais que vous avez 4 serveurs, alors là, il faut prévoir un horaire différent, permettre aux gens d'avoir les mains propres avant de manger et que les infrastructures soient propres également quand ils mangent. Donc pour ce faire, vous pouvez disposer ici donc aussi d'une affiche qui explique aux gens les choses qui sont préconisées pour pouvoir manger dans de bonnes conditions. Donc ça c'est le premier volet, c'est l'affiche. Deuxième volet, c'est les adaptations que vous pouvez, vos consignes spécifiques que vous pouvez ajouter. L'entretien général de votre société peut être repris sur un plan d'entretien. Donc nous avons ce modèle à disposition sur notre site, sur lequel vous pouvez d'une part
inscrire toutes les zones, que ce soit une surface ou que ce soit un mobilier ou un outil qui peut être potentiellement contaminé. Vous allez déterminer qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous nettoyez, est-ce que vous devez désinfecter, vous allez pouvoir lister le produit utilisé, où on peut trouver le produit. Ça peut être intéressant dans une cuisine où le personnel dit oui, c'est bien, on me dit que je peux désinfecter ma place avant de manger, mais je trouve où le gel, je trouve où le spray, enfin, bref. Et quand cela est-il nettoyé et par qui? Ce plan d'entretien, évidemment, reprend aussi les déchets. Donc, n'oubliez pas donc d'introduire dans votre plan, c'est le cas d'un Covid positif. Hein, dans votre personnel, c'est déjà ce qu'il doit faire. Alors, l'information de votre personnel est très importante. Nous avons également un certain nombre d'outils à votre disposition. On va pas les passer tous en vue, mais sachez que si vous allez sur notre site, vous allez pouvoir, en cliquant sur l'icône, trouver ces documents qui reprennent déjà tout ce qu'on a présenté. Nous allons juste ici aborder ceux qui nous semblent importants. C'est d'une part ceux qui expliquent aux gens comment je peux me contaminer, hein, pour bien leur permettre de se rappeler les gestes barrières. Et donc sur la question que vous voyez sur le côté, c'est en corollaire, quels sont les gestes que je peux que je dois adopter, et vous allez voir, donc il y a d'une part donc se laver les mains, le geste barrière, et puis ensuite suivre les recommandations. Donc ça c'est à vous. Vous pouvez mettre toutes celles que vous souhaitez. Donc ça c'est un temps d'être une synthèse pour vos salariés. D'autre part, un point qui est important, c'est se dire quand puis-je me rendre au travail, et quand surtout ne pas y aller. Donc c'est voilà, je présente des symptômes. Donc cette fiche explique aux gens, voilà, vous présentez de la fatigue, des maux de gorge, de la température, perte de goût, éventuellement de la diarrhée, de l'oppression respiratoire. Surtout ne venez pas au travail, prévenez votre chef et contactez votre médecin traitant et ne venez pas. Et d'autre part, il y a dans vos obligations en tant qu'employeur l'obligation de veiller à votre personnel vulnérable. Nous allons revoir le point après. Donc, on a voilà un exemple d'affiche que vous pouvez aussi apposer au niveau des vestiaires, dans un certain nombre d'endroits, que vous pouvez aussi envoyer à votre personnel en disant voilà, je présente des symptômes, je ne viens pas. Voilà. Ce sont toutes des choses à rappeler en permanence. Alors que faire si maintenant vous avez quelqu'un qui a été Covid positif, donc qui a été isolé dans votre personnel, et qu'en est-il de sa reprise du travail? Est-ce que je dois être tracassé, pas tracassé? Bon, la législation actuelle dit que la personne peut reprendre le travail si après 2 jours sans symptômes, avec un minimum de 40 jours, un minimum de 14 jours, et que la levée de l'isolement est prise par le médecin traitant. Donc, voilà. Donc quand le médecin traitant autorise la reprise de votre salarié, vous pouvez être rassuré. Alors, quel est le bien fondé d'aller faire un test de dépistage donc par frottis chez ce salarié? À l'heure actuelle, ce n'est pas préconisé, c'est écrit tel quel dans les recommandations. On ne fait pas de frottis à la reprise du travail dans le cadre d'un Covid positif. C'est les mesures actuelles. Hein. Donc, tant qu'on n'est pas parlé du Covid positif, qu'en est-il maintenant si votre salarié dit oui mais j'ai eu contact avec quelqu'un, ou même
un client dise oui, j'ai été repris comme ayant eu un contact, qu'est-ce que je dois faire? Donc en fait, à l'heure actuelle, on distingue les contacts à haut et à faible risque. Un contact à haut risque, c'est quelqu'un qui a eu un contact face à face, à moins de 2 mètres et à plus de 15 minutes sans port correct du masque. Ou quelqu'un qui a eu un contact physique direct, donc avec quelqu'un qui était Covid positif, on parle de ça. Ou quelqu'un qui était en contact dans un environnement fermé avec quelqu'un Covid positif et à moins de 2 mètres et sans port correct ou sans port de masque. D'accord. Donc ça, ce sont ces situations-là. Là, on met en quarantaine cette personne pendant 7 jours. Et donc, l'inspection sanitaire va évidemment fournir un certificat médical pour cette personne pour une durée de 7 jours. Ce qui se passe, c'est qu'après 5 jours, la personne va être testée par frottis et donc en fonction du résultat, s'il est positif, à ce moment-là, il va passer en isolement et donc c'est une autre procédure, il ne revient pas au travail. Et si le test est négatif, il peut reprendre son travail après 7 jours. On lui demande d'assurer une autosurveillance, c'est-à-dire prendre sa température 2 fois par jour et de porter un masque. Si maintenant nous avons quelqu'un qui refuse de faire le test, il restera en quarantaine les 14 jours. Si dans le cadre d'un faible risque, ça c'est un contact face à face, moins de 2 mètres, mais soit la personne a été en contact moins de 15 minutes, et s'il y a plus de 15 minutes, là la personne portait correctement son masque. Et c'est également le cas dans un contact dans un environnement fermé, où là on est en contact moins de 15 minutes avec un masque, ou plus de 15 minutes quand le masque, même si le masque est mis correctement. Ok. Donc c'est très important de respecter dans le cadre de votre travail le plus possible la distanciation et le port du masque. Parce qu'à partir du moment où vous allez avoir, vous, dans les contacts, un masque qui est porté correctement, bien, on est difficilement on ne rentre pas théoriquement dans les hauts risques. Donc, c'est vraiment très important dans le cadre de vos activités de respecter le plus possible la distanciation, d'éviter les contacts de plus de 15 minutes et de porter correctement un masque. Que faut-il faire avec ces personnes vulnérables? Donc, il est fortement recommandé à l'employeur d'informer tous ses salariés que s'ils pensent être vulnérables, ils doivent se faire connaître. Alors, le salarié qui estime être vulnérable doit suivre une certaine procédure. Il va d'abord prendre contact avec son médecin traitant pour dire est-ce que je suis vulnérable. Parfois on pense et on pourrait ne pas l'être. Et si le médecin traitant estime que la personne est vulnérable, il va fournir au salarié 2 documents. D'une part, un certificat de vulnérabilité qui ne précise rien, mais qui dit juste, ok, pour moi, mon patient est vulnérable, et d'autre part, une attestation de vulnérabilité. Alors, pourquoi 2 documents? Parce que d'une part, le certificat, l'attestation va aller à la médecine du travail, et le certificat de vulnérabilité, lui, c'est juste pour l'employeur. Donc, comme l'employeur a dans ses obligations d'être particulièrement attentif à cette salarié vulnérable, eh bien, il doit être au courant. Et donc, cette attestation lui dit, voilà, j'ai un salarié vulnérable, qu'est-ce que l'on va mettre en place? Avec son salarié, donc il va regarder par rapport déjà à toute l'évaluation du poste qui a été faite, quelles sont les choses, est-ce que finalement le poste est déjà bien adapté, ou est-ce que je dois mettre en place quelques petites choses supplémentaires et c'est tout à fait jouable dans l'entreprise. Et sur cette base-là, il va remplir un document qui est le formulaire d'évaluation du milieu du travail, je vais vous le montrer,
Et donc, ce document, il va le faire parvenir au médecin du travail. Donc voilà, donc il y avait d'une part donc, le certificat, enfin l'attestation du médecin traitant à remettre à l'employeur, et puis le document, l'attestation de vulnérabilité qui va être rempli par le médecin traitant et qui va nous être adressé directement, donc il ne passe pas par l'employeur parce que bon, il y a des données médicales qui vont être transmises au médecin et qui va nous permettre, nous, de savoir un peu quel type de vulnérabilité la personne a. Donc vous, de votre côté en tant qu'employeur, vous auriez rempli l'évaluation du milieu dans lequel vous dites voilà les choses que vous avez mis en place, est-ce qu'il y a un aménagement, la distanciation et autres. Et donc ces deux documents vont nous être fournis et donc le médecin responsable de l'entreprise en priorité va regarder ces documents et soit directement parce qu'il connaît très bien votre entreprise, il connaît le salarié ou il a besoin d'informations complémentaires, il va émettre un avis en disant ok, les mesures que vous avez prises me conviennent, enfin sont tout à fait adaptées à l'état de santé. Soit nous conseillons des compléments à cette prise en charge. Vous avez proposé, j'invente, un masque en tissu, mais dans la situation présente, on préférerait ceci, ou des aménagements plus spécifiques. Autre information à donner à vos salariés, c'est comme nous avons vu, le lavage des mains, éventuellement le port des gants, mais je vous dis dans le cadre du Covid, nous voulons les limiter au maximum au nettoyage et donc tout ce qui est nettoyage des infections et à la manipulation des poubelles. Ça, je ne reviens plus, mais nous avions déjà expliqué, c'est l'entretien donc des vêtements de travail. Donc, comme on en a déjà laissé sous-entendre, c'est que donc cette information doit être donc répétée, on doit s'assurer qu'elle est bien comprise, elle doit être participative et elle doit être suivie. Elle doit aussi être adaptée à la situation de stress et d'incertitude de votre personnel. À cet effet, nous avons un département de psychologie qui est également à votre disposition, qui est disponible pour l'employeur à travers un certain nombre de documents comme faire face à la crise sanitaire, comme vous voyez, manager le travail en période de crise. Donc ce sont des documents plus spécifiques pour l'employeur. Vous pouvez également nous contacter pour vos salariés. Voici le numéro de téléphone. Je rappelle donc que nous avons un site qui vous offre un certain nombre de supports fixes et personnalisables pour votre entreprise. Nous avons fini. Je vous remercie tous. Donc le maître mot reste quand même protégeons-nous, protégeons bien les autres. Les gestes barrières, on n'arrêtera pas d'insister assez. Je pense que vous avez vu qu'il y a quand même eu pour l'instant un rebond dans nos chiffres, donc de cas de positifs. Donc ils sont vraiment très importants si on ne veut pas faire marche arrière dans l'ouverture de toutes les établissements et des mesures. Notre équipe est à votre service. Je rappelle la présence de notre cellule psycho et je remercie la fédération Oresca et M. Ries qui va venir donner le mot de la fin. Oui, bonjour, merci pour l'écoute. C'était assez long mais très informatif. Je dis grand merci à l'ACM pour tout ce travail.
S'il y a des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Aussi pour les documents, il faut savoir que nous, avec le Safe to Serve, on avait créé aussi pas mal de documents. Tous ceux qui ont participé, ils les connaissent. Et pour tous ceux qui veulent encore participer, ils vont les connaître. On a aussi des moyens digitaux demandés et je vais les envoyer. En tout cas, je vous souhaite un beau week-end et peut-être à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.